à tous, on se retrouve pour une émission exceptionnelle sur vos 9 chaînes BFM locales ici au Carreau du Temple à Paris. Alors on va les citer évidemment, ces chaînes locales. On commence du nord au sud avec BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM Normandie et BFM Alsace. Nous saluons également BFM Lyon et nos 4 chaînes du sud, BFM d'ici, BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Voilà pour le tour de France. Les élections municipales approchent une petite centaine de jours seulement avant de glisser votre bulletin dans l'urne, d'élire votre maire. Le maire qui, on peut le dire cette année encore, est l'élu préféré des Français. 7 Français sur 10 affirment avoir confiance en leur maire contre 2 sur 10 pour le Premier ministre et son gouvernement. Alors, ils sont à l'honneur pour cette émission exceptionnelle. 1 heure d'émission avec 9 maires de chaque territoire des BFM locales. Santé, sécurité, nos maires ont des idées. Au programme, des échanges, des propositions d'idées. Qu'est-ce qui fonctionne ou non sur son territoire? Comment attirer de nouveaux médecins alors que certaines communes sont parfois désertées? Comment sécuriser les communes avec des solutions efficaces? Quelle charge pour les maires élus? On le verra, les problématiques se rejoignent pour ces élus de toute la France et les solutions parfois peuvent se dupliquer. On en parle dans cette émission. Et on commence tout de suite avec nos 3 invités. Bonjour à toutes et tous. Stéphanie Maubé, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Lessé dans la Manche, sur le territoire donc de BFM Normandie, maire centriste. Lionel Decala, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains d'Allo en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, sur le territoire de BFM Marseille-Provence. Et enfin, Benjamin Huin Morales, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire sans étiquette de Zimmerbach dans le Haut-Rhin sur le territoire de BFM Alsace. Bienvenue à tous les 3. Alors votre mandat, ça y est, prend fin en mars prochain. 6 ans de mandat, c'était le tout premier pour vous. Alors on entend régulièrement que l'écharpe d'élu est parfois lourde à porter, qu'il est parfois difficile d'être maire, qu'on est en première ligne. Mais vous êtes là. Comment on reste aujourd'hui motivé quand on est maire, Stéphanie Maubé ? Par tout l'amour que nous envoient nos administrés et nos habitants. Ils savent nous faire des reproches, hein, évidemment, et nous faire des demandes, des requêtes personnalisées, etc. Mais ils savent aussi nous envoyer beaucoup de motivation, beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement. Et en fait, c'est un thermomètre assez réactif, nos habitants. Et l'avantage d'une petite commune comme la mienne, c'est qu'on les croise tous les jours, que ce soit à la boulangerie, à la mairie, dans la rue, au supermarché. Et donc, il est super important qu'un maire, quelle que soit la taille de sa commune, il soit dehors, qu'il sorte de sa mairie et qu'il mène sa vie comme n'importe quel citoyen pour être justement au plus près de ce que vivent nos administrés et pouvoir prendre le pouls, comprendre, sentir en temps réel et puis ajuster, être auprès d'eux. Lionel Decala, vous, votre commune Allo est plus importante, presque 10 fois plus d'habitants que dans la commune de Lessé, 23 000 habitants. Vous le constatez, les retours directs dans la rue, vous les croisez, vos administrés, ils vous reconnaissent? En permanence, ils attendent, quelle que soit, je pense, la taille de nos communes, beaucoup de proximité et qu'on soit les plus accessibles possible. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir un pouls en temps réel, comme le disait ma consoeur tout à l'heure. Et c'est absolument indispensable qu'on garde ce lien. Et c'est ce qui fait la différence, je pense, entre les élus locaux et les élus nationaux, pour qui la crise de défiance est de plus en plus forte. Les maires restent un pôle de stabilité. Et heureusement, j'allais dire quelque part, vu les difficultés qu'on peut connaître, notamment sur le plan national. Et ils attendent de nous, effectivement, qu'on réponde à leurs problématiques du quotidien, et ils nous font confiance pour ça. C'est l'échelon de proximité. C'est là aussi on voit si un maire est capable de régler les problèmes du quotidien de ses administrés ou s'il n'est pas en capacité de le faire. Et là, la sanction, je pense, dans les urnes ne se fait pas attendre. Benjamin Huin Morales, vous avez été élu à l'âge de 29 ans, faisant de vous le maire le plus jeune du Haut-Rhin. Comment vous l'avez vécu, vous, ce mandat ? Avec beaucoup de passion, avec la passion de Zimmerbach, avec la passion de l'Alsace, avec la passion de la France et avec surtout la passion des gens, la passion de trouver des solutions pour eux pour des sujets extrêmement concrets, les transports, la santé, le pouvoir d'achat, l'environnement, l'éducation, la prévention de la dépendance des personnes âgées. Au fond, ce qui est beau quand on est maire, c'est que on trouve des solutions extrêmement concrètes pour des problèmes extrêmement importants. C'est une sorte de France en miniature, on gère, et c'est ça qui rend le mandat extrêmement passionnant dans le concret,
dans le contact, et je crois que c'est ça qui nous anime tous quand on est maire. Ces solutions, on va en parler évidemment dans cette émission. Il faut savoir que la moitié des maires, 60%, exercent une activité professionnelle en parallèle de leur mandat d'élu. Stéphanie Maubé, vous justement, c'est votre cas puisque vous êtes éleveuse de moutons en parallèle à l'essai. Alors comment gérez-vous la charge du métier de l'écharpe d'élu et le métier d'éleveuse de moutons ? Alors c'est évidemment rendu possible grâce aux indemnités des élus. C'est pour ça qu'il ne faut pas les remettre en cause. Ces indemnités, elles nous permettent souvent d'avoir un salarié et de supporter que pendant la durée du mandat, la productivité de notre entreprise, elle va être amoindrie. Et on va devoir pourtant payer un salarié pour nous aider à faire tout ce travail pendant la semaine, quand nous on est occupés par nos mandats et pour l'intérêt général. C'est vraiment important de garder une activité professionnelle pour plusieurs raisons. C'est un garde-fou et c'est important que nos administrés le comprennent, même si parfois ils auraient envie que la totalité de notre temps soit dédiée au mandat et qu'on n'ait plus d'activité à côté. Mais c'est important de leur dire que c'est un garde-fou pour que nous, on ne soit pas voués à nous représenter éternellement à toutes les élections, puisqu'on n'aurait plus d'autres sources de revenus, plus d'autres existences sociales, plus d'autres buts à poursuivre. Et puis ça nous permet d'être en prise avec la réalité d'une profession, de savoir en parler, de savoir faire la part des choses entre les discours parfois militants ou syndicalistes qui arrivent à l'échelle nationale. Quand on pratique un métier, quand on le connaît de l'intérieur, ça nous permet de le défendre avec plus de nuances et d'être plus proche de la réalité. Benjamin Morales, je vous vois acquiescer, c'est votre cas aussi ? Oui, absolument. Je crois qu'on est un bon élu quand on est connecté à la vie des Français. Et la vie des Français, c'est de travailler. C'est d'avoir une entreprise, c'est d'être chef d'une exploitation agricole, c'est d'être salarié, c'est d'être fonctionnaire, c'est de travailler. Et moi, je suis aussi très attaché à ne pas dépendre financièrement de mon mandat pour n'avoir que l'intérêt général en tête et non ma propre réélection. Et puis vous savez, moi il se trouve que je travaille à l'inspection générale des finances après une scolarité à l'ENA, et il y a des tas de gens qui me disent mais fais ta carrière à Paris, pourquoi tu t'embêtes dans ton petit village d'enfance, etc. Mais non, Jade, moi ce qui m'anime c'est mon village et le concret, et je crois qu'on a besoin aussi de gens qui sont ancrés, et la meilleure école de la vie, la meilleure école du pouvoir aussi, c'est dans nos différentes campagnes, et je crois que le mandat de maire c'est une magnifique école de la vie et un très bel apprentissage de ce qu'est la France, de ce qu'est l'activité politique aussi. Donc c'est pour ça que je suis très attaché à cet engagement-là. Lionel Decala, on l'a dit, votre commune est plus importante par rapport à Zimmerbach qui a environ 900 habitants. Est-ce que c'est possible pour vous de cumuler avec une activité professionnelle sur une commune comme ça plus importante avec plus d'administrés ? Alors c'est vrai que moi, la taille de la commune fait que je dois m'engager à 100% pour mon mandat. C'est l'engagement que j'avais pris d'ailleurs en 2020 et que j'ai mis en application dès que j'ai été élu. J'ai quitté toutes mes fonctions professionnelles pour me consacrer à ma mission. J'ai plus de 400 agents qui sont engagés au quotidien sur le terrain. J'ai plus de 35 millions d'euros de budget, beaucoup de responsabilités comme nous tous. Mais c'est vrai que à l'échelle de communes, je pense de plus de 20 000 habitants, ça deviendrait compliqué et je ne vois pas honnêtement comment je pourrais faire parce que je me consacre à mon mandat du lundi matin au dimanche soir. Et donc si on veut exercer, et vu le niveau d'exigence aussi de nos administrés, il serait difficile de faire autrement que d'être engagé à 100% dans ce mandat. On entend votre passion, alors est-ce que vous allez y retourner, vous représenter pour 2026 ? Alors, moi je me représente oui, parce qu'encore une fois, j'aime Zimmerbach, j'aime ses viticulteurs, j'aime ses associations, j'aime ses entrepreneurs, j'aime ses habitants, et je veux continuer à les servir, améliorer très concrètement leur vie, faire une piste cyclable, ouvrir une crèche, ouvrir un cabinet médical, et c'est ça qui me motive, c'est la passion vraiment de Zimmerbach. De l'Alsace et des gens. Vous avez déjà annoncé votre candidature, et vous, Lionel Decala, Stéphanie Maubé ? Moi pas encore, mais c'est un secret de polichinelle. Je sais que voilà, il faut un temps long pour transformer et accompagner le développement de sa commune. Voilà, je l'ai pas encore officialisé. De toute façon, je vais travailler jusqu'au dernier jour de ce mandat parce que c'est dans ma nature profonde et je pense que c'est la même chose pour mes collègues. Et en tout cas, on est tous passionnés. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une magnifique ville d'Allo sur les hauteurs de Marseille. Ce sont les collines de Marcel Pagnol et je me vois pas m'arrêter en si bon chemin. Et Stéphanie Maubé, vous y réfléchissez, vous, pour l'instant ? Eh bien, je voudrais préciser qu'on y réfléchit en équipe, parce que là, on est tous les trois maires sur ce plateau aujourd'hui, mais c'est un tel travail d'équipe avec notre équipe de conseillers municipaux qu'en fait, on n'est pas du tout seul. Il y a vraiment cette notion d'animation d'équipe à prendre en compte. On passe 6 ans avec eux. Si on n'a pas une équipe qui nous fait confiance et en qui on a confiance, les choses ne sont pas rendues possibles. Donc, c'est aussi un travail collectif, même si nous, on représente la partie émergée de l'iceberg.
Stéphanie Maubé, justement, une autre question. Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être maire en tant que femme? Alors là, il faut savoir que seuls 20% des maires en France sont des femmes, 1 sur 5 seulement. Et il faut le préciser, pour cette émission, il a été compliqué d'avoir des femmes maires, peu disponibles, moins nombreuses aussi. Comment vous l'analysez, vous, en tant que femme, Stéphanie Maubé? Je le vis comme une chance. C'était peut-être pas le cas il y a 30 ou 40 ans quand il n'y avait pas les règles de parité, mais maintenant qu'il y a ces objectifs de parité dans plein de strates, c'est une chance d'être une femme parce que comme on est peu nombreuses, on vient souvent nous chercher. Et pour être honnête, ça nous permet de monter plus vite, qu'on nous confie plus rapidement des nouvelles responsabilités, des postes exposés, ce qui n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas ces règles de parité. Donc moi je le vis comme une vraie opportunité. Alors on va pas pouvoir capitaliser pendant des décennies sur cette parité, c'est-à-dire qu'on doit saisir ces perches, nous les femmes, pour une fois qu'on est au poste, démontrer notre valeur et que lors du mandat suivant, la fois suivante, qu'on vienne nous chercher pour nos compétences et pas juste pour mettre de la parité des femmes. Mais ce sont des vraies opportunités, il faut les saisir et je constate autour de moi encore trop de femmes qui n'osent pas, qui n'ont pas envie, qui ont l'impression que ça va être la guerre, qu'elles n'ont pas les codes, que c'est éreintant, qu'elles pourront pas tout gérer. Mais il faut évidemment les encourager parce que les compétences, l'articulation des compétences féminines et masculines qui sont souvent pas du tout là où on croit qu'elles sont passionnantes, sont vectrices de plein de nouveautés, de plein d'innovations dans la manière d'exercer le pouvoir et l'administration locale. Vous parliez de cette règle de parité justement qui impose en fait d'avoir l'égalité dans les listes présentées pour les élections municipales, 1 sur 2, un homme, une femme. Est-ce que vous, Benjamin Huin-Morales, ça a été un problème parfois pour justement trouver assez de femmes pour présenter une liste? Je suis extrêmement favorable à la parité dans les communes de moins de 1000 habitants entre les femmes et les hommes parce que je ne vois pas pourquoi l'égalité entre les femmes et les hommes se serait réservée aux villes et puis pas aux villages. Et puis je vais vous dire, en 2021 on a créé un conseil municipal junior, on a instauré la parité aussi pour ces jeunes enfants qui ont entre 9 et puis 12 ans. Et lors des dernières élections du conseil municipal junior, les 9 candidats étaient 9 candidates et je suis très fier d'elles, ce qui montre que même dans nos petits villages, les jeunes filles s'engagent et ont la graine de l'engagement citoyen et je suis convaincu que dans 2 ou 3 ans la parité ira de soi et la France aura fait une grande avancée ainsi. Pour vous, c'est la solution, ce type de loi justement, Lionel Decala? Oui, c'était indispensable parce qu'on voit bien que ne serait-ce que pour l'ensemble de nos conseils municipaux, si c'était pas une règle imposée, je pense qu'on serait très loin de cette parité qui resterait un objectif mais qui serait jamais rempli. Donc il faut voilà, c'est obligatoire, ça permet de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et je vois moi après, même dans la mise en place de mon équipe municipale, je tiens à ce que mon premier adjoint soit une première adjointe. Et je pense qu'on est nombreux effectivement à veiller à ce que dans la répartition après des responsabilités et des délégations, on ait une équipe qui soit vraiment composée à part égale d'hommes et de femmes avec des responsabilités équivalentes. Nous l'avons dit, nous sommes en année électorale, municipale, et pourtant, on peut le dire, l'actualité nationale a pris beaucoup de place. Dissolution de l'Assemblée nationale l'année dernière, succession de gouvernements, incertitude, difficulté à voter un budget. Est-ce que finalement, tout ça vous a desservi en tant que maire? Je vous vois acquiescer, Benjamin Huin-Morales. Est-ce que vous avez reçu la colère aussi, peut-être, l'inquiétude de vos habitants? Moi, je pense que si la France était gérée comme on gère nos différentes villes et nos différents villages, elle se porterait mieux. Premièrement parce que dans nos différentes équipes, on a des gens de gauche, on a des gens du centre, on a des gens de droite et on se retrousse les manches ensemble parce qu'on est animé par une même vision de notre commune indépendamment de qui est de gauche, qui est de droite et puis qui est du centre. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, on n'est pas déconnecté, on est dans le concret et ça c'est très important. Et troisièmement, comme tout chef d'entreprise, on sait qu'avant de dépenser, il faut créer de la richesse. Et nous, on a l'interdiction d'être en déficit et je crois que ce serait très important aussi qu'à l'échelle nationale, il y ait cette règle d'or d'interdire les déficits à minima pour le fonctionnement. Est-ce qu'on vous a interpellé sur la situation nationale dans vos communes ? Oui, c'est le cas au quotidien. Je pense que beaucoup de nos administrés sont dépités de voir ce qui se passe sur le plan national, de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et c'est là où ça renforce notre rôle, paradoxalement, parce qu'on est ce pôle de stabilité qu'on ne retrouve plus par ailleurs. On voit que les gouvernements s'enchaînent avec une durée de vie vraiment très courte. On est allé jusqu'à remettre en cause la stabilité de la Ve République. Et donc pour nous, les maires, dans nos communes, on fait vraiment office de référence. Et donc ça renforce encore ce lien
entre nos administrés et les municipalités. Donc on ne peut pas s'en réjouir, malheureusement, mais je pense que ça aura des conséquences sur le scrutin électoral qui va s'ouvrir en mars prochain. Comment justement on fait campagne dans ce contexte, Stéphanie Maubé ? Il faut parler avec beaucoup de simplicité. Il faut vraiment gommer de notre langage tous les termes institutionnels, tout le jargon qu'on entend à la télévision à l'échelle des politiques nationales. Il faut parler à nos habitants le langage qu'ils comprennent. Il faut bien leur reparler des enjeux locaux et essayer là aussi de se faire le ménage et de ne surtout pas rentrer dans des débats qui sont la législation, qui sont des grandes thématiques régaliennes, parce qu'on les embrouille. Pour nos habitants, comprendre le millefeuille administratif est déjà tellement difficile, et puis il a beaucoup évolué ce millefeuille, c'est-à-dire que beaucoup de communes ont perdu des compétences parce qu'elles ont été transférées aux intercommunalités, et donc l'habitant lambda, une fois qu'il s'est fait remballer en disant ah ben non c'est pas la mairie ça, c'est l'interco, ah ben non maintenant c'est le département, ah non c'est la région, en fait il en peut plus, il a envie plutôt de tout rejeter en bloc, et pour pas que cette dimension-là soit radioactive et puis fasse contagion sur nous, il faut que nous on leur parle avec beaucoup de simplicité et aussi beaucoup d'humilité, et qu'on leur rappelle quel est notre champ de compétences, quel est notre périmètre d'action. Il est souvent frustrant parce que voilà, on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas réguler les loyers, les salaires, alors que nos habitants aimeraient parfois entendre des mots rassurants sur cela. Mais on doit parler avec beaucoup de simplicité et d'humilité et expliquer les limites de notre champ de compétences. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. Stéphanie Maubé, Benjamin Huin-Morales et Lionel Decala. On le voit, vous avez beaucoup de similitudes malgré la diversité de vos territoires. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour parler sécurité avec 3 nouveaux maires sur notre plateau. L'émission se poursuit, santé, sécurité, nos maires ont des idées. Justement, on va parler sécurité avec nos 3 invités qu'on accueille à présent. Camille Galtier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'hiver droite de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, sur le territoire de BFM d'ici. Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire horizon de Nice, sur le territoire de BFM Nice-Côte d'Azur. Et enfin, Bertrand Ringot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de Gravelines, dans le nord de la France, donc avec notre chaîne BFM Grand Littoral. 3 communes, 3 départements, tout au nord et tout au sud, on peut le dire, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes problèmes de sécurité, avec vos réalités, vos enjeux, mais parfois tout de même certaines solutions qui peuvent se rejoindre. Alors la sécurité est la préoccupation principale des électeurs pour les élections municipales à venir. C'est le résultat d'un récent sondage IFOP pour la Tribune Dimanche. Alors il faut le rappeler, les maires n'ont pas tous les pouvoirs en termes de sécurité, seulement ceux dits de police administrative, c'est-à-dire gérer la tranquillité publique, la circulation, le stationnement, faire de la prévention avec notamment la police municipale. Et c'est à l'État, au préfet, que revient la gestion de la sécurité publique au sens répressif du terme, déploiement de policiers nationaux ou de gendarmes. Et justement, première question, est-ce que selon vous, Bertrand Ringot, les maires disposent aujourd'hui des pouvoirs nécessaires en termes de sécurité ? Disons qu'on s'est doté de police municipale, ce qui est mon cas. Moi, je suis maire depuis 2001. J'avais pris l'engagement de créer une police municipale et j'ai bien fait, puisque j'ai vu les effectifs du commissariat de Gravelines passer de 62 personnes à 35 aujourd'hui. Donc en 20 ans, il y a eu une baisse des effectifs considérable sur le commissariat de Gravelines. Donc heureusement que j'ai créé cette police municipale. Et nous avons aussi créé un centre de supervision urbain, notamment, disons-le, par rapport aux problèmes migratoires que nous rencontrons. On va en parler évidemment. Christian Estrosi, est-ce que vous êtes d'accord? Pour vous, est-ce que les maires ont assez de pouvoir? Est-ce que parfois vous vous sentez limité à Nice dans votre exercice de maire en termes de sécurité? Oui, absolument. Je considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que la police, la sécurité doit être exclusivement un pouvoir régalien de l'État. Je considère qu'on doit partager ce pouvoir régalien. L'État ne peut pas continuer à dire c'est bien, vous recrutez des policiers municipaux, on est heureux de pouvoir s'appuyer sur eux, et c'est ce que nous faisons dans le cadre de conventions de coordination, et en même temps se désengager en se disant mais c'est formidable, le maire et ses contribuables prennent à leur charge des policiers municipaux. Vous vous rendez compte, on est passé chez moi de 180 à presque 1000 aujourd'hui, depuis le début de mon premier mandat. 5000 caméras de vidéosurveillance.
je participe à 50 millions d'euros à la construction d'un nouvel hôtel de police, avec centre non pas de supervision urbain, mais centre d'hypervision urbain. Et que je ne puisse pas partager avec le préfet la décision. Heureusement, j'ai un procureur de la République aujourd'hui, tous ne sont pas ainsi, qui a accepté de confier à ma police municipale, voyant son niveau de qualification, le label de GLTD, Groupement Local de Traitement de la Délinquance en matière de stupes. Et nous sommes associés à un certain nombre d'opérations, mais ça n'est pas toujours le cas. Et quelquefois, je dois prendre même des initiatives moi-même, parce qu'on ne met pas à disposition la police nationale en quantité suffisante aux côtés de la police municipale pour mener des opérations de sécurisation de quartier qui font qu'à un moment, pour évacuer un squat, pour évacuer des occupations sans droit ni titre de propriété publique ou privée, pour pouvoir faire fermer administrativement des épiceries de nuit où il se passe un tas de choses en matière de trafic, je veux pouvoir décider moi-même sans avoir à en référer ni au préfet, ni au président du tribunal judiciaire. Camille Galtier, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que parfois vous aussi vous sentez limité? Je crois que l'expression limitée est très bonne. On est limité à la fois dans les moyens d'action que l'on peut engager. Christian Estrosi l'a dit. Les amendes forfaitaires délictuelles, nous n'avons pas le droit d'en faire via notre police municipale. Alors justement, il y a un projet de loi qui a été déposé au Sénat pour augmenter les prérogatives de la police municipale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est la solution? À partir du moment où on augmente les effectifs. Moi, je suis arrivé en 2020 dans la ville de Manosque et il y a 25 000 habitants, 50 000 habitants en population aire urbaine et j'avais une brigade de police nationale la nuit. Une. Ça veut dire 3 effectifs de policiers nationaux qui devaient intervenir pour des cas d'incivilité, pour des cas de bagarre, pour des cas parfois d'ivresse sur voie publique. Ils peuvent rien faire à 3. Donc on a augmenté les effectifs de la police municipale, comme le maire de Gravelines, comme le maire de Nice. Mais à l'arrivée, l'État nous dit augmentez vos effectifs, mais c'est nous qui gardons la main sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. La question des fermetures administratives des épiceries est symptomatique du problème. Aujourd'hui, nous avons ces épiceries qui pourrissent la vie des gens, que ce soit ceux qui habitent au-dessus de ces épiceries, que ce soit ceux qui passent sur le trottoir juste devant ces regroupements de personnes, et on ne peut rien faire. On peut faire, mais il faut faire toute une procédure administrative qui est chapeautée par le tribunal et par l'État. Je pense qu'à un moment, si on nous dit vous avez les moyens, on nous donne aussi la responsabilité de faire. Bertrand Ringot, est-ce que vous vous retrouvez dans ces discours? Oui, il faut que nos pouvoirs soient accrus, soient plus précisément définis, car nos citoyens, c'est vers nous qu'ils se tournent, au final. Donc il faut qu'on ait quand même des réponses, tout en gardant quand même des forces de l'ordre bien présentes sur le territoire, pas uniquement dans le chef-lieu d'agglomération, comme c'est souvent le cas, mais également dans des aires urbaines moins importantes, dans les cantons également. Je crois qu'il faut aussi veiller à une répartition des forces de l'ordre sur les territoires. On a parlé donc du problème des épiceries qui visiblement sont communes à vos communes, justement, à Nice et à Manosque. Il y a un autre problème, un autre enjeu de sécurité, le narcotrafic. Est-ce que tous les 3, vous y faites face dans vos communes? Pour ma part, c'est assez limité, donc il y a un travail de proximité qui se fait, il y a un travail étroit aussi avec la police nationale, avec les enquêteurs, donc même si on sait tous que dans les grands ports maritimes, et nous sommes le grand port de Dunkerque, donc il y a une action spécifique contre les trafics de stupéfiants dans les grands ports, on sait que c'est les voies d'entrée, et donc il y a une action forte qui est menée par les services de police, mais sur la ville proprement dit, c'est assez contenu. C'est plus présent chez vous à Nice? On est 5e ville de France et naturellement il y a une tentation qui est très forte puisqu'il y a des consommateurs en quantité importante. Quand vous savez que l'Amérique du Sud sur les 5 dernières années a multiplié par 3 sa production de cocaïne qui maintenant arrive par les grands ports du Nord et par aussi ceux du nord de la Méditerranée et viennent envahir le marché des grandes villes d'abord. Je pense à Marseille, je pense à Paris, je pense à Bordeaux, je pense à Nice, je pense à Nantes, je pense à Strasbourg, je pense à bien d'autres. Donc naturellement, nous avons réussi, puisque nous sommes très loin dans le classement des villes les plus affectées,
Comment alors justement? Parce qu'on en parle du narcotrafic. Vous proposez justement, Christian Estrosi, de déployer l'armée dans les rues de Nice pour, je vous cite, reprendre le terrain et nettoyer les quartiers. Est-ce que pour vous c'est la solution de déployer l'armée? Moi je suis pour une chaîne qui fonctionne parfaitement. D'abord, comme le disait mon collègue, la justice a joué un rôle important en matière d'enquête avec la police judiciaire, avec les services de renseignement, pour savoir d'où viennent les filières, qui elles sont. Ce qu'il y a de terrible, c'est quand une ville commence à être touchée par la DZ Mafia, qui aujourd'hui essaie d'envahir l'Europe. Ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que nous avons résisté par une occupation du terrain et une justice à travers son procureur qui met une action très poussée sur les enquêtes qui sont menées et qui, à chaque fois que nous sommes sollicités pour accompagner la justice sur ses instructions et celles du préfet aux côtés de la police nationale, par exemple, eh bien, nous démantelons des points de deal importants pour empêcher les filières d'y proliférer. Mais une fois que ça a été démantelé, si vous ne réoccupez pas ou vous n'occupez pas en permanence le point de deal démantelé, eh bien, le lendemain, les filières se mènent une guerre féroce entre elles pour se réapproprier le point de deal, parce qu'elles savent que c'est un marché juteux en termes de rapport. L'armée voilà alors favorable ou non? C'est vraiment une solution concrètement? Aujourd'hui, l'expression c'est plus narco-trafic, c'est narco-terrorisme. C'est du narco-terrorisme et tout le monde. Et c'est pour ça que vous envisagez l'armée à la manière peut-être du plan Vigipirate? Vous voudrez le calquer sur le... Si on a mis en place dans les villes de France et surtout les grandes villes la force sentinelle à cause des menaces de terrorisme. Le narcoterrorisme, c'est du terrorisme. Et ne pas utiliser, alors que nous n'avons pas suffisamment d'effectifs de police nationale, voire de police municipale, il n'y en aura jamais assez. En même temps, l'armée, pour pouvoir occuper derrière le point de deal, pour s'assurer qu'après l'avoir démantelé, grâce à l'action de la justice et de la police, eh bien naturellement, ça repartira. C'est en tout cas un des moyens. Il y en a d'autres. L'action que mène Gérald Darmanin dans les prisons avec ses opérations XXL, qui l'autre soir, lorsque nous avons fait la prison de Nice dans une 50aine de cellules, où nous avons trouvé près d'une dizaine de téléphones portables. Oui. On va revenir sur les enjeux locaux. Oui. On va se tourner aussi du côté de Manosque avec Camille Galtier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, comment vous luttez contre le narcotrafic? Est-ce qu'il y en a déjà tout simplement à Manosque? Vous le constatez? Quand on parle de guerre, on parle d'armée. Et je crois qu'il faut faire la guerre à la question du narcotrafic, il faut faire la guerre à ces consommateurs, il faut faire la guerre à ceux qui malheureusement amènent la mort dans nos quartiers, que ce soit dans les quartiers populaires ou que ce soit dans nos quartiers bourgeois ou que ce soit dans nos centres-villes. Et c'est aujourd'hui fondamental que chaque puissance publique se confronte à ça. Est-ce qu'il y a du narcotrafic à Manosque? Bien évidemment qu'il y a du trafic à Manosque. On a fait en sorte depuis 4 ans de combattre à chaque fois les points de deal qui ont pu s'installer dans les cages d'escalier, dans les quartiers populaires, faire en sorte qu'ils tombent. Néanmoins, vous savez très bien que dès qu'on en coupe une tête, 2 autres repoussent. Ce qu'il faut, à mon sens, et je crois qu'on le partage tous, c'est la question du consommateur. Aujourd'hui, nous sommes totalement démunis face à la question du consommateur. Il y a du Uber Shit qui se développe dans les villes moyennes, c'est le cas dans ma ville, où aujourd'hui il n'y a plus de point de deal, c'est simplement des voitures qui se croisent et la coque ou le shit est donné de voiture en voiture. Et malheureusement, s'il n'y a pas les amendes forfaitaires délictuelles, nous ne pouvons rien faire, puisque la police nationale ne sera jamais assez présente pour faire face à cela. Bertrand Hingot, qu'est-ce que vous en pensez, vous? L'armée dans les rues, est-ce que ça vous choque? Quand la situation est extrême, voilà, il faut y réfléchir. Pas sur ce sujet-là, mais sur le sujet migratoire dans le Dakarco, à un moment donné, on s'est posé la question. Donc tout dépend de l'ampleur du problème. À un moment donné, quand les forces de l'ordre sont, entre guillemets, dépassées par les événements, je pense qu'il faut adapter la situation et les moyens à la problématique. Vous parlez justement donc de crise migratoire, il faut le rappeler, Gravelines donc, se situe au nord de la France, sur le littoral. Vous êtes à quelques kilomètres, 20 kilomètres de Calais. Vous alertez régulièrement sur les conséquences de crise migratoire, puisque c'est un point de départ vers l'Angleterre, des personnes qui fuient parfois leur pays dans des situations précaires, qui se dirigent donc vers l'Angleterre. Est-ce que réellement à Gravelines, migration rime avec insécurité? Non, mais la situation cette année s'est dégradée.
Jusqu'à présent, nous n'avions pas de problème particulier. Nous avions, c'est vrai, des flux très importants puisque nous avons un camp de migrants sur l'On-Plage Dunkerque qui a rassemblé jusqu'à 3000 personnes. Donc on arrive quand même à des situations importantes, mais il n'y avait pas d'altercation. Et là, cet été, malheureusement, il faut savoir qu'on globalise la migration, mais voilà, l'origine de la migration, il faut regarder ça beaucoup plus dans le détail. On n'avait pas de problème jusqu'à présent, mais nous en avons eu cet été. Nous avons eu des caillassages de voitures, nous avons eu des caillassages de camions de pompiers, nous avons eu des dégradations de voitures. J'ai dû intervenir sur les franchises, pareil. Vous-même directement ? Mes concitoyens se tournaient vers nous au niveau de la ville en me disant qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire, par rapport à ce problème, puisque les forces de l'ordre, dans le cadre du traité de Sandhurst, dans le cadre du traité du Touquet, ont pour rôle de contenir la frontière, de tenir la frontière. Donc forcément, face à la pression migratoire, à un moment donné, vous avez des altercations avec les forces de l'ordre. Les migrants, les passeurs, surtout les passeurs, c'est un commerce très florissant et donc veulent faire passer les personnes issues de la migration à tout prix, surtout avant l'hiver. Et donc il y a des tensions qui se produisent. Et nous sommes sur le littoral, donc le collectif des maires avec Patrice Vergrit, Natacha Bouchard, où nous sommes réunis pour faire face, essayer de demander des moyens. C'est une solution justement de s'unir avec d'autres maires Nous avons voulu faire partager notre problème au niveau national, car il n'était pas suffisamment pris en compte. On était quand même livrés, si je puis dire, à nous-mêmes. Sur vos réseaux sociaux, justement, vous avez posté une photo avec d'autres maires, avec une banderole où il était écrit, je cite, « Crise migratoire, maire oublié, commune sacrifiée ». Vous vous sentez oublié en tant que maire? Est-ce que l'État nous avons fait Nous avons fait en sorte de ne pas l'être. C'est pour ça que nous avons créé ce collectif. C'est pour ça que nous avons rencontré le précédent ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. C'est pour ça que nous avons rencontré récemment des sénateurs. La situation sur le littoral, pas uniquement sur le littoral nord, mais littoral nord, Pas-de-Calais, et dans d'autres secteurs aussi en France, est quand même particulièrement tendue. Nous avons quand même des activités économiques en grande progression sur le littoral dunkerquois. On va quand même construire 2 EPR, on va avoir des milliers de salariés. Il est impensable que ces salariés soient caillassés en allant au travail. Vous vous êtes unis donc entre maires. Vous, Christian Estrosi, justement, sur cette problématique de la crise migratoire, vous étiez opposé notamment à la proposition d'accueillir dans d'autres régions des personnes migrantes, justement de la jungle de Calais. Vous avez refusé d'en accueillir sur votre commune. Pour vous, ce n'est pas forcément une solution non plus qu'entre maires, on s'entraide sur ces sujets-là? Écoutez, moi je suis à la tête d'une métropole qui comporte 51 communes. Nous avons des problèmes suffisamment lourds et nous investissons dans des proportions considérables pour la sécurité, pour le logement, avec des aides de l'État qui sont relativement faibles. Donc vous ne pouvez pas accueillir ou soutenir les autres maires? Je pense aux écoles, je pense au collège, je pense au lycée. Et sincèrement, à partir du moment où d'autres ne font pas les efforts que nous faisons pour notre population, et où la solidarité s'exprime à l'échelle de notre intercommunalité, je ne vois pas pourquoi nous ferions les frais d'une politique décidée depuis Paris, parce que ça lui rendrait bien service de dire là où moins d'efforts sont fournis et où il y a plus d'immigration, il faut refiler la patate chaude à des maires qui, eux, ont mené une action et ont organisé leur territoire pour que leurs concitoyens subissent moins de conséquences de tout cela. On a bien compris. Alors, entre vous trois, un point commun aussi, vous l'avez dit, vous avez augmenté vos effectifs de police municipale, notamment vous, Camille Galtier, vous avez doublé votre police municipale. Alors, c'est une tendance nationale, pour préciser, 2 fois plus d'agents en France depuis 2002, portant à 28 000 aujourd'hui. 80% sont armés. Donc, vous avez doublé votre police municipale. Pour quel bilan concrètement à Manosque? Écoutez, le bilan ne sera jamais satisfaisant parce que une victime, une agression, c'est toujours celle de trop. Néanmoins, en l'espace de 5 ans, on fait moins 50% sur le nombre de cambriolages, on fait moins 60% sur le nombre de dégradations sur les espaces publics, on fait moins 70% sur le nombre de véhicules volés. Donc les chiffres sont plutôt intéressants, notamment grâce à l'apport de la technologie, les vidéosurveillances. Et je crois que Christian Estrosi est bien évidemment d'accord avec moi. Et la question des hommes.
hommes, parce que les caméras ne remplaceront jamais les hommes sur le terrain, les hommes et les femmes. Évidemment, c'est la question aussi de la prévention. On a mis en place des médiateurs devant tous les collèges, ce qui avait été enlevé par la précédente majorité socialiste de notre département. Donc pas seulement répressif. Dans ce cas-là, vous avez aussi un volet préventif. Mais vous savez, Jean-Claude Gaudin disait il faut toujours marcher sur sa jambe gauche et sa jambe droite. Mais je crois que la prévention et la répression, ça marche. Il faut faire en sorte que les médiateurs soient aussi des volets d'influence sur la question des jeunes, mais soient aussi au plus près de la police nationale, de la police municipale, pour faire remonter les informations dès lors qu'elles sont négatives et faire en sorte que derrière il y ait de la répression. La problématique que l'on a aussi dans nos villes, c'est que parfois la délinquance, ça tient à quelques personnes. Moi aujourd'hui j'ai 10 personnes qui me mettent le bordel dans ma ville, mais ces 10 personnes-là, si elles étaient derrière les barreaux, à leur place, il n'y aurait plus de problème. La problématique, c'est que la sanction est malheureusement toujours trop minimisée par rapport à la réalité de ce qu'ils font. Et ce sont souvent des personnes qui le refont chaque année et qui ressortent chaque année. Et c'est ça le problème dans nos villes. Dernière question, Bertrand Hingot, on parlait de vidéosurveillance. Le collègue maire juste à côté de vous est justement record, on peut le dire, en la matière, 5000 caméras à Nice. Est-ce que vous pourriez mettre ça en place à Gravelines? Nous avons mis en place... Sur ce mandat-ci, nous avons mis en place un centre de supervision urbain avec presque 300 caméras. Donc 300 caméras, 12 000 habitants. On est aussi dans un ratio tout à fait important. Je n'avais pas spécialement prévu de le faire, mais par rapport, disons-le, au problème migratoire que je vous ai évoqué, qui quand même a pris des proportions très importantes ces dernières années, j'ai été dans l'absolue nécessité de le faire. Qui plus est, il faut être honnête, il y a eu des financements fléchés par le gouvernement britannique pour justement aider l'État français. Et ça fonctionne depuis que vous avez mis en place ces caméras? Donc ça a amélioré les choses puisqu'on peut mieux maîtriser l'organisation des passeurs, parce que ce sont les passeurs qu'il faut surveiller. Les passeurs cachent des bateaux, cachent des moteurs. Enfin, c'est une organisation militaire. Donc les caméras fonctionnent. Et voilà, et on travaille étroitement avec la police nationale. On a même réussi à faire en sorte que certaines nuits où nous savons qu'il y aura des passages, nous puissions avoir à la fois un agent de police nationale et un agent de police municipale dans le même centre de supervision urbain. Donc je n'avais pas imaginé créer tout cela, mais les maires, nous, on s'adapte à la problématique que nous rencontrons. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup pour la richesse de ces échanges. J'espère que vous avez pu apprendre aussi des uns des autres, peut-être des solutions que vous pourriez piocher dans le nord de la France ou tout au sud. Merci beaucoup. Nous, on va continuer notre tour de France avec 3 nouveaux maires pour parler à présent de la santé. Dernière partie de notre émission exceptionnelle santé, sécurité. Nos maires ont des idées. Après la sécurité, la santé est au cœur des priorités des Français. 3e d'après le sondage IFOP pour la Tribune dimanche. Et pour en parler avec nous, 3 nouveaux maires, nos invités. Mickaël Paco, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de la commune de Mions, dans le Rhône, sur le territoire de BFM Lyon. Cathy Venturino-Gabel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maire sans étiquette de Barjol, donc sur le territoire de BFM Toulon-Var. Et enfin, Olivier Gacker, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire UDI de Béthune, dans le Pas-de-Calais, donc sur le territoire de BFM Grand-Lille. Merci d'être avec nous. Alors en 2024, 6 millions de Français sans médecin traitant, 87% du territoire classé en désert médical, alors qu'on peut le dire, la population française est vieillissante. On vit aujourd'hui plus longtemps qu'il y a 20 ans. Alors les Français sont inquiets. Quelle solution pour densifier l'offre de santé sur sa commune? Autour de nous, donc 3 maires qui vont partager leur expérience. Mickaël Paco, les déserts médicaux, on l'a dit, sont un constat. Vous, à Mions, du côté de Lyon, donc 14 000 habitants environ, vous avez fait face justement au départ de 4 médecins généralistes sur les 12 présents l'année dernière, avec la fermeture d'une maison médicale. 4 000 patients qui se retrouvent sans médecin. Comment avez-vous réagi? Comment vous avez proposé une solution à vos habitants? Alors déjà, on prend un coup quand on apprend au lendemain de son élection que 4 médecins quittent la commune. Alors on a un médecin qui partait parce qu'il était aussi épuisé et les 3 autres ont suivi. Et ensuite, on se pose beaucoup de questions, on réunit les professionnels de santé, on réunit son équipe et on essaye de faire ressortir pas mal d'idées. Et c'est ce qui est ressorti avec ce fameux plan santé qui a contenu 25 mesures pour pouvoir enrayer justement le départ de médecins, trouver des solutions pour en ramener, faire de la prévention et des choses innovantes pour la santé de demain. Vous avez fait face au même problème, vous, Cathy Venturino-Gabel, des départs de médecins à Barjol?
Oui, tout à fait. Il y a quelques mois en arrière, donc alors qu'un porteur privé va nous construire une maison de santé pluriprofessionnelle et où les 6 médecins qui étaient présents sur notre commune de 3000 habitants, mais qui dessert un territoire à peu près de 8000 habitants, 3 médecins nous ont dit, un partait à la retraite et 2 autres ont dit, finalement, nous, on s'en va pour des raisons personnelles. Donc on se retrouve avec 3 médecins seulement et on essaye en fait d'être attractif pour faire revenir des médecins. Et c'est vrai que dans une commune rurale comme la nôtre, c'est pas aisé. Et comment vous avez fait alors ? On s'appuie sur vous allez faire, puisqu'une maison de santé, un centre de santé va ouvrir une première pour Barjol. Tout à fait. Donc là, en fait, on appuie énormément le porteur de projet privé et on essaye d'être, nous, le plus attractif possible. On met en place aussi des aides pour les médecins. Des aides financières ? Des aides financières pour les médecins, pour les inciter à rester chez nous. Et aussi pour être attractif, on est en ZRR, donc zone de revitalisation rurale, ce qui donne aussi des subventions pour les médecins qui viennent s'installer. Donc on essaye de mettre tous ces outils en avant pour être attractif et faire venir de nouveaux médecins, on espère. On traverse la France à présent puisqu'on va aller dans le nord de la France à Béthune. Olivier Gacquart, c'est un enjeu aussi pour vous d'attirer de nouveaux médecins. C'est vrai que vous êtes proche de Lille, là où souvent les étudiants font leurs études de médecine. Comment vous faites pour les attirer à Béthune et les garder sur vos territoires ? Alors d'abord, je voudrais rappeler que la santé, c'est d'abord une compétence de l'État. Et que pour avoir une santé forte, il faut un État fort, en réalité. Nous sommes donc en train de couvrir finalement ce qui est le dernier kilomètre du service public, le premier kilomètre du coup pour nous. Et donc nous avons effectivement cette problématique de trouver des médecins sur mon territoire, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de commune par commune, mais plutôt par bassin de vie. Sur notre bassin de vie aujourd'hui, nous avons donc 280 000 habitants, 30 000 n'ont pas de médecin traitant et 30 000 n'ont pas de mutuelle. Quand vous êtes face à ce constat-là et que vous voyez que l'espérance de vie est réduite chez nous, c'est à peu près 3 à 4 années selon qu'on soit une femme ou un homme, ça fait quand même 30 000 heures de vie en moins. Vous dites comment on attire finalement des médecins chez nous. Le sujet, c'est qu'effectivement, nous avons donc dû recruter, nous, des médecins, puisque, vous l'avez rappelé, nous, la formation se fait essentiellement à Lille, c'est à 40 km et pourtant, on attire difficilement les gens jusque chez nous, puisque, grosso modo, pour l'information, ils sont internes dans les hôpitaux publics près de chez nous. Moi, c'est Béthune-Beuvry. Mais une fois qu'ils sont formés après 8 à 10 années de formation sur l'île, leur vie se fait à Lille. C'est difficile de les amener sur le territoire pour qu'ils s'installent. Donc il y a tout un travail effectivement que nous faisons avec l'hôpital pour essayer de les enraciner chez nous et faire en sorte qu'ils s'installent chez nous. Et comment vous faites alors on a par exemple un Welcome Pack. On fait des journées pour découvrir le territoire. Welcome Pack, c'est tout simplement un service de conciergerie. On leur fait découvrir le local, les festivités, l'aspect culturel, mais surtout on retrouve des logements rapidement, des places de crèche, la place dans le club de foot pour le petit garçon, un travail éventuellement pour le conjoint ou la conjointe. Donc c'est d'essayer de trouver des solutions en tant que telles, mais nous salarions également maintenant des médecins. Michael Paco, je vous vois acquiescer, un welcome pack. Est-ce que vous pourriez mettre ça en place à Mions ? C'est un peu le but de notre plan santé qui a été voté en septembre dernier. 2 millions d'euros sur 10 ans. Voilà, j'ai mis ça sur la table. Il a été voté par l'ensemble du conseil municipal avec 4 axes, je le disais tout à l'heure. Ramener des médecins sur la commune, pérenniser l'offre actuelle, offrir de la prévention, faire beaucoup de prévention sur la commune et également une offre de santé innovante. Et ça a fonctionné parce que le 9 janvier de cette année, on a ouvert un pôle santé et on a actuellement entre 15 et 18 médecins qui, à tour de rôle, grosso modo, on a entre 2 et 4 médecins par jour, reçoivent des patients et on est à presque 3300 consultations depuis le 9 janvier. Donc honnêtement, c'est une fierté pour la commune, pour l'ensemble des équipes, parce qu'on a travaillé avec les professionnels de santé et quand on bosse avec le local, quand on arrive à offrir des perspectives d'avenir justement à ces jeunes médecins et autres, c'est quelque chose qui est quand même bénéfique pour notre ville. Vous l'avez rappelé. Des retours justement ? Est-ce que vos administrés vous interpellent sur ces questions-là ? Est-ce qu'ils sont satisfaits aujourd'hui ? Quand vous aviez 3500 grosso modo personnes qui n'avaient plus de médecin traitant, dont 300 en ALD, je vous garantis que c'était un coup qui était très très dur. On a cherché toutes les solutions. Je me faisais alpaguer au marché, en sortant de la mairie, à la boulangerie, de partout. Je vous vois acquiescer, Cathy Venturino-Gabel, vous aussi ? On vous interpelle sur ces thématiques ? Tout à fait, les gens sont très inquiets s'ils se retrouvaient sans médecin. Quand on voit déjà avec 6 médecins, il y a des délais d'attente parce que c'est la population en fait est demandeuse. Et effectivement, nous, on est dans une commune
commune rurale et un territoire assez rural et vieillissant. Donc il y a vraiment besoin de soins et notamment de soins chroniques très réguliers. Et bien sûr que les gens sont inquiets. C'est pour ça qu'on essaye de tout mettre en œuvre pour être attractif et surtout pérenniser déjà les 3 qui restent. 2 millions d'euros en 10 ans du côté de Mions pour le plan santé. Est-ce que c'est toujours réalisable de sortir le chéquier en tant que maire aussi pour attirer de nouveaux médecins? Alors c'est de plus en plus difficile parce qu'effectivement on a comme c'était rappelé par mon collègue, en fait c'est une mission, la santé ça dépend de l'État, ça devrait pas dépendre des communes. Alors au moment où en fait les communes prennent de plus en plus de responsabilités de missions dites régaliennes, en même temps on nous baisse les dotations et il est de plus en plus compliqué d'arriver à faire nos budgets à l'équilibre parce qu'il faut quand même rappeler que nous communes, collectivités locales, on doit voter nos budgets à l'équilibre. Donc ça nous impacte financièrement sur les autres projets à développer. Un exemple à présent dans les Ardennes, plusieurs communes se sont regroupées justement pour créer un centre de santé intercommunal à Fumé, donc pour partager les frais. Est-ce que ça peut aussi être une solution, d'être en commun avec d'autres maires pour construire un centre? Alors c'est ce que nous avons fait exactement, donc nous sur l'intercommunalité, la communauté d'agglomération. On a salarié des médecins, nous avons 3 médecins maintenant qui sont arrivés. Et l'objectif, donc, c'est de créer à partir de ce centre intercommunal de santé pluridisciplinaire des antennes qui vont pouvoir permettre aux gens d'accéder aux soins. Parce qu'évidemment, il y a aussi un sujet de proximité et de pouvoir emmener les gens, quand on parle de ruralité, vers ces centres de soins. De plus en plus, on s'en va aussi vers des centres de soins non programmés, c'est-à-dire des maisons de garde où vous avez des médecins libéraux souvent qui viennent faire des permanences, mais ce ne sont pas des médecins traitants et finalement attitrés pour un suivi sur le long terme. Ça veut donc dire que parce que nous avons plus ce suivi de long terme, on a aussi 30% en moyenne de nos habitants qui ne se font plus soigner. Donc oui, c'est une solution, mais encore une fois, ça se fait sur l'initiative des communes ou des intercos. Nous prenons en charge souvent le bâti, la partie immobilière logistique, mais il nous faut malgré tout des ressources médicales. Et c'est là où le bas blesse. Donc on peut avoir beaucoup d'intentions, mettre beaucoup d'argent, mais si vous mettez beaucoup d'argent, vous n'avez pas les médecins, on saura vous dire, vous avez dépensé de l'argent, mais finalement on n'a pas les médecins. Donc il y a tout un sujet de coopération entre l'hôpital qui devient ressource pour nous, l'hôpital public et les cliniques, évidemment, d'avoir des consultations aussi avancées, dites avancées, avec des spécialistes qui peuvent aller dans ces centres de soins non programmés. C'est aussi une façon pour nous de salarier. C'est un autre statut qui est aussi aimé et adoré par quelques jeunes aujourd'hui, qui veulent plus être embêtés avec la partie administrative et qui veulent être libérés de cela pour soigner. Ça peut être attractif également. Mais vous voyez qu'on additionne des petites solutions, y compris la télémédecine. On développe maintenant, et des formations le font, donc des consultations de télémédecine, des cabines. Tout ça mis bout à bout, ça permet de tenir peut-être 10 ans, mais dans 10 ans, il nous faut des nouveaux médecins. Autre sujet, vous avez mis en place notamment à Béthune une mutuelle communale. Est-ce que ça aussi, ça peut être une solution pour vos administrés ? C'est une solution, alors sur l'accès aux soins, oui et non. Alors ils offrent souvent des soins et des consultations à distance, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'on a des gens qui effectivement étaient déjà en précarité, se retrouvent encore plus en précarité. Il y a aussi un problème de pouvoir d'achat dans le pays. Et des gens, dans l'arbitrage budgétaire, finalement résilier la mutuelle ou l'assurance santé. Et donc nous avons pris l'initiative d'une consultation et effectivement à l'échelle de l'agglomération, nous avons 63 communes aujourd'hui qui ont adhéré ou qui ont labellisé finalement, plus exactement, parce qu'il n'y a pas de flux financier entre nous, la mutuelle Juste, qui est un des spécialistes aussi de la mutuelle communale. On a donc accès à un tarif groupe. Et c'est près de 5000 personnes aujourd'hui qui sont assurées par ce biais-là. Je le dis quand même, chacun doit faire ses devis, comparer les garanties, les prix, les services. Vous avez aussi ce système sur la commune de Mions et de Barjol, justement. Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne si tous les 3 vous l'avez... Oui, nous on l'a mis en place aussi avec le même prestataire, donc on a une mutuelle communale aussi qui a été mise en place. Par contre, je voudrais juste revenir sur le précédemment. En fait, vous avez un peu de chance, c'est que vous le faites à l'échelle de l'agglomération pour salarier des médecins. Alors nous, on les salarie pas, mais on les aide malgré tout à notre manière, et on est pas l'EPCI, c'est pas la communauté de communes qui le fait, mais on s'est fédéré à plusieurs communes et nous sommes plusieurs communes à financer pour que les médecins restent chez nous. Donc vous choisissez cette solution aussi qui est de vous unir entre maires et de vous soutenir. Oui. Justement, un autre... vous voulez réagir, Michael Paco? Oui, nous, c'est la mutuelle régionale. Donc du coup, pour être plus fort, la région a souhaité justement proposer cette mutuelle régionale. Et oui, on est partenaire et on donne la possibilité à nos habitants d'en faire partie aussi. Juste, on en parlait tout à l'heure avant le plateau. On est tous d'accord pour dire que oui, c'est une mission de l'État.
Mais par contre, on était tous d'accord aussi pour dire qu'on ne détourne jamais le regard quand il y a des problèmes, quand on est un élu de ville. Et c'est pour ça que vous avez les 3 personnes devant vous et qui bossent à fond sur la santé. Mais c'était important de le dire aussi. C'est pour ça qu'on échange. Autre sujet quand même, du côté, on retourne à Barjol pour le coup. Vous parliez du vieillissement de la population. Un EHPAD à fermer, ça aussi, c'est un vrai enjeu sur votre territoire ? C'est un enjeu majeur, effectivement. On avait un EHPAD qui était géré par un groupe privé, un grand groupe privé. Pour lui, forcément, les lits à Barjol, une commune rurale, dans un territoire rural, on est, comme on dit chez nous, au-dessus de l'autoroute, c'est-à-dire pas très bien desservi. Et les lits ils sont beaucoup moins chers. Et du coup, le groupe privé a fait le choix de délocaliser l'EHPAD pour plus de rentabilité. Je pense que c'est malheureusement pareil dans d'autres régions de France. On a été voir jusque l'ARS, on a fait remonter dans les ministères. Rien n'a pu être fait. L'EHPAD chez nous à Barjol a fermé. Donc on s'est quand même battu pour essayer de faire réouvrir des lits. Alors, réouvrir des c'était lits. 70 lits, c'est ça, dans cette 73 lits. 73. Alors quand on parle de lit, c'est pas un lit, le lit dans lequel on s'allonge. C'est une place réservée dans un EHPAD qui est financée par l'ARS et par le département. Donc s'il n'y a pas d'ouverture de ce qu'on appelle de lit, donc de place, on ne peut pas réouvrir un EHPAD. J'avais en 2021 et 2022 3 associations qui étaient prêtes à venir réexploiter l'EHPAD qui avait fermé, donc de le réouvrir, parce que c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment très important pour la population, parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire plus d'1 heure, 1 heure et demie de route s'ils veulent aller voir leurs familles qui sont dans des EHPAD. Donc, l'ARS n'a pas donné droit à une ouverture de lit, ce qui fait donc de place, ce qui fait que l'EHPAD n'a pas pu réouvrir et ne en tant pourra que pas maire, réouvrir. alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Malheureusement, pas grand-chose, si ce n'est relancer le dossier très régulièrement en disant que c'est un besoin sur le territoire. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est des seigneuriales. Donc effectivement, ça peut être bien, mais ça touche pas le même public. Ça n'est pas fait pour la même population. Vous avez peut-être une idée justement pour aider Madame la maire de Barjol. Est-ce que vous avez une idée sur les EHPAD ? Est-ce que vous y avez été confronté, avez trouvé une solution ? C'est assez complexe parce qu'il faut vraiment avoir l'autorisation pour en faire une sur sa commune. Moi, j'en ai pas. Voilà. Et oui, bien sûr, les prix dans les EHPAD, tout le monde dit que c'est très élevé et c'est clair qu'il faut trouver des solutions. Moi, je n'ai vraiment pas la clé là-dessus. Mais c'est encore là une fois, on le redit, une compétence aussi qui n'est pas celle première de la commune. Et donc on cherche à chaque fois nous les solutions, mais il faut trouver les financeurs. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on évoque. On parle de l'accès aux soins, le soin, mais parlons aussi de la prévention. Qui fait la prévention aujourd'hui ? Ce sont les collectivités territoriales. Nous avons créé un contrat local de santé qui nous permet justement d'être un peu le point de coordination de l'ensemble des mesures. C'est comme cela que nous avons financé aussi avec d'autres partenaires réunis, notamment l'ARS, des médiateurs en milieu rural, des médiateurs dans les quartiers politiques de la ville, pour, dans le cadre des parcours de soins, trouver des rendez-vous, accompagner les gens pour aller à ces rendez-vous, pour être soignés. Donc vous voyez bien que nous sommes devenus les couteaux suisses de la santé. Et c'est le quotidien en fait auquel les maires couteaux suisses de la santé, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, vous l'avez rappelé, la santé qui n'est pas une compétence initialement des maires, mais vous êtes attendus quand même sur ces thématiques. Il faut assumer. Et c'est l'une des préoccupations majeures, on le rappelle, la 3e préoccupation des électeurs pour ces élections municipales. Merci beaucoup d'avoir échangé, d'avoir partagé entre vous aussi des solutions, ce que vous pouviez faire dans vos communes, ce qui fonctionnait ou non, parce qu'on l'a entendu au cours de cette émission. Donc aujourd'hui, vous êtes 3. On a reçu en tout 9 maires de 9 communes de toute la France, des territoires divers, variés, et pourtant beaucoup de similitudes tout de même sur les enjeux et sur les solutions en matière de santé, de sécurité. L'occasion d'échanger, de constater qu'ils partagent les mêmes inquiétudes, qu'ils ne sont pas forcément tout seuls dans leur territoire, mais qu'ils partagent certaines problématiques. Merci à vous évidemment d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci aux équipes d'avoir réalisé cette émission exceptionnelle ici au Carreau du Temple à Paris. Et vos programmes en attendant se poursuivent sur vos chaînes BFM locales.